Démocratie sur le continent noir. Que se passe-t-il en Afrique depuis 1989? C'est un sujet qui est tiré de Inter de Bamako et qui a été publié aujourd'hui même. Et ce texte va nous expliquer un peu comment la démocratie se porte en Afrique. Le tournant décisif est intervenu avec la chute du mur de Berlin, qui libéra au moins en partie les forces sociales et politiques intérieures, jusqu'alors violemment réprimées par l'explosion des conférences nationales, dont la première se tint au Bénin en février 1990. Ici, le texte est en train de nous expliquer que la chute du mur de Berlin, pour ceux qui ne savent pas, l'Allemagne que vous voyez là, l'Allemagne pendant de très nombreuses années avait été divisée en deux, selon qu'une partie soit du côté soviétique et une partie du côté des forces que je vais appeler de la démocratie. Et donc on parlait de Berlin-Est et de Berlin-Ouest. Et c'était le symbole à cette époque-là de la division même du monde. Et cela a duré pendant très longtemps. Mais comme l'histoire est quelque chose qui évolue et que les choses changent, en début des années 90, le mur de Berlin va s'écrouler. Ça veut dire les deux Allemagnes vont se réunir. Ça veut dire les idéologies et les barrières avec la division du monde prend fin. En tout cas, de façon visuelle. C'est en cette même période que les forces sociales et politiques intérieures, qui étaient, c'est-à-dire les oppositions ou les idées contraires aux partis uniques dans les pays africains qui étaient réprimés, vont connaître un essor, vont connaître une poussée, vont connaître un nouvel âge d'or. Ça veut dire qu'ils pourront s'exprimer publiquement. Et cela va forcer les uns et les autres à aller vers des conférences nationales. C'est-à-dire on va organiser des grands sommets où on va parler de l'état de la nation. Et la première conférence nationale s'est tenue au Bénin en février 90. Je veux parler de 1990. Ce n'est sans doute pas un hasard si Nelson Mandela fut libéré au même moment de prison en février 1990. Ça coïncidait aussi avec la libération de Mandela qui avait fait, je crois, pratiquement plus de 23 ans en prison. Nelson Mandela aussi a été libéré pour réunifier l'Afrique du Sud. C'est après cela que Mandela va être président et vous connaissez la suite. Depuis lors, les transformations n'ont plus cessé et la genèse d'une société civile et politique est en marche. Donc c'est à partir de cette période-là qu'on va voir beaucoup de changements dans nos pays, dans le monde d'ailleurs, mais surtout en Afrique, où on va voir déjà les genèses des premières sociétés civiles naître, des premiers groupements politiques naître. On va appeler aussi ça le multipartisme, où on ne pouvait plus se limiter à un seul parti, on pouvait créer plusieurs partis. C'est à partir de cette période-là que beaucoup de partis sont nés et ont commencé à faire des activités sans être réprimés comme de par le passé. Aujourd'hui, en moyenne, la population urbaine dépasse la population rurale, mais les remèdes économiques imposés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dans les années 1990, à savoir les programmes d'ajustement structurel, eu des conséquences sociales tragiques. Écoles, universités, hôpitaux sont dans une situation désastreuse. Et donc, l'auteur de l'article nous fait un état des lieux que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est qu'en majorité, aujourd'hui dans le monde, les personnes qui vivent dans les villes sont plus nombreuses que celles qui vivent dans les campagnes. Mais quand tu es un pays pauvre, que tu dépends de l'aide internationale, que tu dépends de ce que les autres doivent te dicter, ce n'est pas toujours évident que tu puisses t'en sortir. Et donc, dans les années 1990,
à travers des programmes qu'ils ont imposés aux pays africains. Le FMI et la Banque mondiale, ces programmes-là s'appelaient les politiques d'ajustement structurel. Et en majorité, c'est là que vous allez connaître la privatisation de certaines grandes écoles, des universités, des hôpitaux et même de compagnies d'électricité et autres. Parce qu'en la réalité aussi, il ne faut pas se mentir, lorsque ces compagnies-là étaient totalement sous les mains des différents États, c'était la gabegie, c'était vraiment le désordre financier. Et donc, c'est vrai que les politiques d'ajustement structurel ont souvent été inhumaines et désastreuses, mais en même temps aussi, elles ont eu le mérite de pouvoir maintenir et d'assainir un tant soit peu ce qui était là. Parce que sans ces programmes-là, qui ont été privatisés, je me demande aujourd'hui combien de sociétés auraient encore existé. Et donc, si effectivement elles ont eu, je parle des programmes d'ajustement structurel, des conséquences sociales difficiles, mais elles ont aussi le mérite d'avoir maintenu le peu qui restait. Parce que, imaginez-vous, quand je prends des pays comme le Congo, République démocratique du Congo, quand je prends la GECAMIN, quand je prends la Société aérienne du Congo, Mobutu, quoi qu'on dira de lui, avait fait de ce pays-là un pays respectable. Mais figurez-vous que le désordre financier, les détournements de fonds et des gens qui ne savaient pas faire la différence entre les sociétés d'État et leurs propres poches, ou bien même les désirs de leur famille, ces sociétés ont complètement disparu. C'était la même chose en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a fait faire venir Alassane Ouattara à travers, comme je vous l'avais expliqué, les grandes institutions financières pour corriger tout le désordre financier qui se faisait en Côte d'Ivoire. Et donc, ce n'est pas un seul pays. Ce que nous disons là, on prend quelques exemples des pays, mais en réalité, tous nos pays ont presque les mêmes modèles de développement. La démocratisation n'a pas fait assez de progrès dans certains pays. On peut citer le Mali, le Bénin, le Sénégal et le Botswana. L'article nous dit que quand on parle de démocratie, en vérité, il y a certains pays, quand vous les voyez, vous comprenez que la démocratie n'a pas vraiment fait de progrès. Et ces pays-là, on peut citer le Mali, on peut citer le Bénin, on peut citer le Sénégal, le Botswana. D'autres pays demeurent fragiles. Et d'autres pays, en termes de démocratie, sont encore très fragiles. Et l'article nous cite le cas du Burkina Faso et du Niger. Ou encore en échec. Mais dans certains autres pays, la démocratie même n'a ni connu de progrès et n'est ni fragile. Et quelque chose qui n'a pas connu de progrès, ça veut dire qu'il n'a pas avancé. Et quelque chose qui est fragile, quand tu mets ces deux facteurs ensemble, c'est quelque chose qui est donc en échec. Et ici, l'article nous cite exemple des pays où la démocratie est en échec, le Cameroun, le Togo, le Kenya, etc. Mais il dit aussi qu'il y a certains pays où la démocratie même est mal comprise. Et ça, souffrait que je cite le cas de la Côte d'Ivoire, où la démocratie est très mal comprise. Quand vous prenez un monsieur comme Laurent Gbagbo, lui pense que la démocratie, c'est le fait d'être capable de tromper le peuple, de mentir au peuple et surtout de soumettre le peuple à la violence des hommes politiques, sinon des criminels économiques qui créent donc des groupements d'intérêts personnels qu'ils sont appelés des partis politiques. Et c'est pourquoi vous voyez ces dirigeants qui sont incapables d'aider leur pays. En réalité, ce ne sont pas des partis politiques, ce sont des groupements d'intérêts économiques. Quand ils viennent, ils créent des oligarchies, ils créent des groupes d'intérêts économiques, ils s'en foutent du peuple, mais ce qui est leur grande stratégie, ce sont les grandes paroles, les grands mots. Nous sommes des marxistes, nous sommes des démocrates, nous sommes des socialistes, mais finalement, il faut que tu sois un. Et même par le temps, il a dit qu'il était au fouettiste.
Et donc, voyez-vous, ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pas la capacité d'aider le peuple, ils n'en ont pas l'intelligence. Et donc, vous verrez ces partis dans ces pays où la démocratie a été mal comprise, comme en Côte d'Ivoire. Je mets quiconque au défi aujourd'hui de me donner le nombre de partis politiques qui existent en Côte d'Ivoire. Les pays où la démocratie a été mal comprise, vous verrez qu'il y a un nombre pléthorique, un nombre énorme de partis qui sont créés. On peut compter des centaines de partis politiques ou même des micro-partis politiques ou bien même des partis politiques qui sont suscités pour juste atteindre les objectifs des opposants ou bien même des partis politiques. C'est fait exprès. On crée n'importe quoi. Souvent, il y a des partis politiques où il n'y a qu'une seule personne. Souvent, il y a des partis politiques, eux, n'existent que lorsqu'on dit qu'il y a un partage de gâteau national. Et ça, la Côte d'Ivoire est le meilleur exemple d'un pays où la démocratie a été mal comprise et est mal appliquée. Et donc, chaque opposant a son parti politique. Souvent, même si ce sont les membres de sa propre famille, en tout cas, lui aussi, il a son parti politique. Il attend le jour qu'il y a un mangeau, mais il y a un gombo. Lui devient très actif pour gagner pour lui dedans. Et puis, il continue le pays, l'intérêt du pays. Personne ne s'en fout. Et donc, ne soyez pas surpris qu'en Côte d'Ivoire, vous voyez, il y a des centaines de mini-partis. Mais en réalité, ces partis-là sont là d'abord pour leurs propres intérêts économiques. Ils ne sont pas là pour l'intérêt du pays. Ils ne sont pas là pour l'intérêt des habitants du pays. Ils sont là d'abord, ils ont créé leur parti politique. C'est comment attendre le jour que peut-être il y a un petit bamban, ou bien il y a un petit froufrou, ou bien on dit d'aller discuter. Quand lui va aller à la discussion, puisque son parti existe, on va lui donner quelques millions, lui met ça en poche, on passe à autre chose. L'univers du pouvoir est complexe. La courtisanerie qui entoure les chefs est la mère de leur solitude. Peu d'échanges vrais. Ils sont, comme dit Mohamed Ali, des hommes et des femmes à qui l'on sérine à longueur de journée, tu es le plus grand, le plus beau, le plus fort. Il dit à tout ce que nous venons de vous expliquer, n'oubliez pas aussi que ceux mêmes qui ont le pouvoir dans nos pays africains sont souvent coupés de la réalité. Parce que gérer le pouvoir, ce n'est pas une chose facile. Parce que quand tu dois gérer le pouvoir, il y a d'abord ce que tu n'avais pas prévu. C'est quand tu arrives à la gestion du pouvoir que tu te rends compte que, donc, avoir le pouvoir est une chose, mais gérer les imprévus, souvent même est la plus grosse part du jeu qu'il faut faire. Parce qu'il y a ce à quoi le peuple s'attend. Ce que tu as dit au peuple, si tu veux véritablement le réaliser, les gens vont te juger sur ça. Il y a ce que tu n'avais pas prévu qui va s'imposer à toi. Il y a ce que aussi les partenaires internationaux attendent de toi. Et ça, quand tu mets tous ces facteurs ensemble, tu te rends compte que le pouvoir est très difficile, très complexe à gérer. Mais encore, ce qui rend plus difficile la gestion du pouvoir, ce sont les gens qui tournent autour du chef, qui entourent le chef, si vous voulez appeler le président de la République. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes autour du chef, mais très peu ont le courage de lui dire la vérité. Chaque matin, quand on se lève, malheur à celui qui dira au chef la vérité. Tout le monde se dit, si moi je dis la vérité au chef, je risque de perdre les avantages que j'ai. Si je veux dire les choses en vérité au chef, je risque d'être éloigné. Si je veux être direct dans ce que je pense, je risque de perdre les objectifs que je me suis fixés. Et donc, quand des gens se disent, j'ai des objectifs à atteindre, je ne veux pas perdre mes intérêts, moi, je ne serai pas celui qui va dire la vérité et assumer les conséquences. L'un des imprévus qui s'impose au chef, c'est que le chef est entouré de beaucoup de personnes, mais en même temps, il est éloigné. Il est éloigné de la vérité, il est éloigné de la réalité. Parce que ceux qui sont autour de lui n'ont pas été courageux pour lui dire la vérité. Et donc, tout ce que le chef pourra entendre,
c'est qu'il est le plus beau, il est le plus fort, il est le plus puissant, il est même l'homme éternel. Mais il faut être un chef qui a une force d'âme pour ne pas accorder de crédit à ses flatteries. Il faut être un homme qui a la tête sur les épaules. Il faut être quelqu'un de cohérent. Il faut être quelqu'un qui a une vision. Il faut être quelqu'un qui sait où il va pour ne pas se laisser distraire par toutes ces belles paroles. Parce qu'en vérité, la majorité de ces personnes-là cherchent simplement leurs intérêts et pour trouver leurs intérêts, il faut dire aux dirigeants, aux présidents, aux chefs ce qu'ils veulent entendre. Le chef est coupé du monde réel. Peu au fait de ce qui se passe vraiment dans la société, le chef est pourtant submergé d'informations dispensées par sa cour. Et parmi ces informations, on trouvera des ragots, on trouvera des fausses promesses, on trouvera des complots imaginaires, on trouvera des versions tronquées, on trouvera des calomnies contre d'éventuels concurrents. Et donc, tellement, en général, nos dirigeants seront coupés de la réalité. Quand vous prenez l'exemple Gbagbo, c'était les églises dites éveillées ou réveillées qui avaient coupé Laurent Gbagbo à travers Simone Veil de la réalité et qui leur avaient fait croire que les anges du Seigneur des armées descendraient pour combattre le monde entier en leur faveur. Et tous les pouvoirs, quels qu'ils soient à travers le monde, souffrent de cela. Parce que les courtisans, pour ne pas perdre leurs intérêts, ou bien pour essayer d'aller plus loin, peuvent souvent faire des histoires imaginaires, imaginer des complots, mettre en danger la vie de certaines personnes, ne pas être capable de donner toute la vérité aux dirigeants ou aux chefs, souvent même mentir sur des gens pour pouvoir éliminer certains de leurs concurrents. Souvent même certains vont se baser sur des fausses promesses ou bien même des ragots, des bérets comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, pour essayer de toujours exister auprès du chef. Comment trouver le temps de réfléchir et de faire le tri et de trancher? Agir comme les courtisans ou mettre la main dans le cambouis et les pieds dans les flaques d'eau boueuse d'un pays où plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, où tout est urgent et vital. Donc pour un chef qui se veut sérieux, quand tu constates tous ces facteurs, tu te dis, mais finalement, est-ce que je dois tenir compte de ce que mes courtisans, mes partisans me disent? Ou bien est-ce que je dois me mettre en face de la réalité sans laisser quiconque m'impressionner pour essayer de répondre aux vraies questions de la nation? Quand je sais que le pays que j'ai pris, c'est un pays pauvre. C'est un pays en voie de développement. Quoi qu'on dira, nos pays africains demeurent toujours des pays pauvres, où tout est à refaire, où tout est nécessaire. Et c'est là qu'on retrouve la marque de vrais dirigeants comme le président Ouattara, qui se dit, je ferai tout pour faire ce que les autres n'ont jamais fait. Il y a beaucoup de personnes autour du président Ouattara. Si ça dépendait d'elle, tout ce qu'on a vu et qui est réalisé aujourd'hui par le président, ils auraient voulu que cet argent-là rentre dans leur poche, dans les caisses personnelles, plutôt que de faire le bonheur du peuple. Parce qu'en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire, les gens se posent la question, mais pourquoi faire le bonheur du peuple? Même si on leur a dit qu'on allait déjà les aider, on a fait des promesses en campagne, mais pourquoi véritablement les aider? Parce que si on les aide, on les rend intelligents. Et si on les rend intelligents, on se crée plus de problèmes. Et donc, la meilleure manière, c'est de ne jamais les aider. Et donc, comme tous les régimes, en tout cas en général en Afrique, pourquoi ne pas se mettre ses sous dans la poche? Pourquoi construire des routes pour leur rendre la vie facile? Surtout que demain, ils pourront marcher, ils pourront exiger plus de droits. Mais quand le chef a la tête sur les épaules et a une vision, et surtout se dit que je laisse l'histoire être le meilleur des juges qui pourra me juger,
Le chef agit donc comme le président Alassane Ouattara agit. Il pose des actions, il pose les principes du développement, pas pour plaire ni aux gens d'aujourd'hui, mais aussi s'apprête à encaisser les critiques, mais pose des actes pour que les générations à venir puissent savoir qu'il y a quelqu'un ici qui avait passé. Au Mali, le pouvoir est principalement incarné par l'exécutif, au premier rang par le chef de l'État, ses ministres, les responsables des institutions, mais ces responsables ne sont que des humains. Ils ne peuvent agir, connaître et comprendre et décider seuls. Par la force des choses, ils sont entourés de proches. Une autre caractéristique du pouvoir est liée au verrouillage de cet univers, où les nouveaux venus sont souvent vécus comme de potentielles menaces. Ce verrouillage explique la forte proportion d'hommes et de femmes de pouvoir qui ont fait de cet art leur métier et dont certains ont même dépassé l'âge de la retraite, une situation relativement récente. L'auteur de l'article parle aussi pour nous dire qu'en Afrique aussi, on constate que la classe politique est vieillissante. Et elle est vieillissante parce que chez nous en Afrique, et c'est le cas du Mali qui a été pris ici, on considère la politique comme un art. C'est comme un métier donc. Et donc tout le monde ne peut pas faire de l'art. Et donc plus on a été dans les proximités du pouvoir, puisqu'on ne peut agir qu'avec des personnes qu'on connaît, et donc on voit des petits cercles qui se créent dans les partis. Et un exemple concret, c'est le PDCI, où quand on voit des vieillards finis comme Brédoumi aujourd'hui, qui ne tenant pas compte de son âge, ne tenant pas compte de la morale, et ne tenant pas compte des générations à venir, c'est au soir de sa vie que l'individu devient aujourd'hui comme je dirais comme un carnassier. Il est prêt à mordre partout. Et même la dernière fois, quand on le voyait sur NCI, l'individu, c'est comme s'il était sous emprise de drogue. Il saute sur tout, il mord tout. Il est devenu complètement violent. Violent dans la parole et dans son attitude. Parce que l'homme de ce qu'il était il y a quelques années et aujourd'hui, on se demande très bien s'il ne sera peut-être pas Premier ministre ou vice-président lorsque Tidjam Thiam aurait le pouvoir. Mais qu'est-ce que cela explique? Ça explique qu'en réalité, les gens, ceux qui sont dans la politique, ne veulent pas voir les nouveaux venir. Parce que pour eux, c'est un art. Et le temps qu'ils ont passé dans le verrouillage du pouvoir, eux, ils considèrent cela comme un acquis. Ah non, moi j'ai fait 35 ans, je suis dans tel parti politique, je connais la politique. Donc là, il faudrait que vous passiez par moi. Et donc là, c'est un art. Vous ne pouvez pas venir comme ça, vous les nouveaux venus, puis passer. Ça concerne tous les partis politiques. Et donc, la question même de la retraite, en général en Afrique, les politiciens ne se la posent pas. Pour eux, plus ils sont vieux, c'est ce qui même caractérise et justifie même leur présence en politique. Alors que ce n'est pas évident. Modibo Keïta avait 45 ans en 1960. Moussa Traoré avait 32 ans en 1968. Assimi Goïta, en 2020, avait 36 ans. Pour faire bouger les lignes, la compétence ou la volonté ne suffisent pas. Ceux qui ont le pouvoir de changer les choses sont les politiques, car ils sont investis de la légitimité populaire. Et donc, dans le cas du Mali, l'auteur de l'article nous cite des gens qui ont pris le pouvoir dans leur pays et qui ont tous échoué et qui sont tous des militaires qui peut-être, on peut le supposer, avaient de bonnes intentions comme Modibo Keïta. Mais la bonne intention seule ne suffit pas. Être de bonne foi ne peut pas faire bouger les lignes tant que vous n'avez pas la caution du peuple. Tant que vous n'êtes pas investi de la légitimité populaire. Et les gens vont dire, hey, tant que tu n'as pas la légitimité populaire, souvenez-vous, en amont, en début de l'article, on a parlé du mur de Berlin. Le monde a beaucoup changé. Et j'ai toujours insisté dans l'article en détaillant que nous sommes des pays pauvres. Ça veut dire que notre survie et les décisions que nous prenons viennent en majorité de l'extérieur. Et donc, quand on prend des gens
qui n'ont pour seule aptitude que leur bonne foi, si on leur accorde encore ce crédit, on vient à se rendre compte que puisque ces personnes ont pris le pouvoir par des coups d'État, cela crée plus de désordre que aider le peuple. Alors que quelqu'un qui a investi de la légitimité populaire, c'est-à-dire des élections, cette personne a le mérite d'être un interlocuteur sérieux et d'être un interlocuteur qui a au moins la garantie d'avoir été reconnu par le peuple. Les politiques vous appellent pour votre compétence jusqu'au jour où ils n'en ont plus l'utilité ou que leur stratégie électorale les pousse à d'autres besoins. Les politiques craignent parfois les compétences. C'est pourquoi il faudrait doubler les aptitudes des technocrates pour une légitimité politique. En politique, comme je le disais, on parle toujours d'efficacité. Quand tu vois un homme politique t'approcher, c'est que tu as une compétence qu'il recherche. Et cette compétence-là, il faut nécessairement l'accroître pour la mettre à la disposition des peuples. C'est aussi de cela qu'il est question. Et donc, tous ceux qui se sentent capables dans leur domaine, tous ceux qui sentent qu'ils peuvent apporter quelque chose au peuple, plutôt que de vous investir dans vos partis politiques pour oublier le peuple, pour penser à vos intérêts particuliers, ça doit être l'occasion pour vous de vous dire pourquoi ne pas mettre cette capacité à l'avantage du peuple. C'est encore ce que le président Ouattara fait. Il ne parle pas beaucoup, il ne va pas loin. Il dit, j'ai été économiste, j'ai aidé d'autres pays, il est temps que je vienne au soir de ma vie montrer la somme des connaissances que j'ai eu à acquérir pour que le monde entier retienne une chose de moi. Voilà quelqu'un qu'on a utilisé partout dans le monde pour aider, mais à la fin de sa vie, il est venu créer des miracles dans son pays. Il est venu faire ce qu'on n'avait jamais vu dans son pays. La somme de toutes les connaissances et de toutes les expériences, il est venu tranquillement, il est venu mettre ça dans son pays et il fait ça aujourd'hui, tout le monde voit. Et donc, plutôt que d'être au service d'un parti politique, nos technocrates, nos intellectuels africains et même la population elle-même devraient penser à l'intérêt collectif. C'est ce qui permettra à l'Afrique d'aller de l'avant et va nous permettre un jour d'être indépendants véritablement.